Nous, élus nationaux et locaux, professionnels des établissements de la fonction hospitalière, administrateurs, personnes accompagnées, patients, directeurs, personnel des établissements de la fonction publique hospitalière, nous tirons aujourd'hui la sonnette d'alarme face à l'empêchement sans précédent que connaît le secteur médical et médico-social. C'est par ces mots forts que vous, GEPSO, interpellez les pouvoirs publics pour alerter sur la situation des professionnels qui travaillent dans vos 700 établissements auprès d'enfants protégés, de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées. Alors que la crise liée au Covid a marqué l'engagement sans faille de l'ensemble de la fonction publique hospitalière, vous parlez aujourd'hui au sein de vos établissements d'un secteur à genoux, d'une crise des recrutements sans précédent et surtout de l'absence de réponse politique à la hauteur des enjeux. Car c'est bien le problème. Malgré l'urgence, les responsables politiques semblent sourds à vos alertes. On est ici aujourd'hui réunis pour évoquer ces sujets, pour analyser la situation, les enjeux, les réponses possibles, parce que vous avez des propositions concrètes à faire aux responsables politiques, pour que liberté, égalité et fraternité ne soient pas que des mots au frontispice de nos édifices, mais des valeurs en action bien réelles sur le terrain au quotidien pour tous, en particulier les plus vulnérables et tous ceux qui les accompagnent. Est-ce que vous pouvez nous dire, le GEPSO, de quoi et de qui parle-t-on ? Alors, le GEPSO, c'est une association nationale qui représente plus de 700 établissements et services socio- et médico-sociaux partout en France, rassemblés autour de 250 organismes gestionnaires. Ça signifie groupement des établissements publics socio- et médico-sociaux. L'association a été créée en 1982 et on a fêté au printemps dernier ses 40 ans. C'est bien la preuve de sa représentativité et de son ancrage dans le secteur social et médico-social. Nous avons une raison d'être qui est celle d'agir pour la citoyenneté de toutes et tous. Alors la citoyenneté, elle a deux facettes. Le respect des droits des personnes accompagnées d'un côté, et puis de l'autre, leur participation en tant qu'acteurs au sein de notre société. Nous avons et nous défendons 3 missions qui sont animées, formées et impulsées. Animer, tout d'abord, c'est pour le GEPSO mettre en réseau des établissements et services, favoriser les échanges de pratiques, les innovations entre professionnels de terrain et usagers, bien entendu. Former ensuite, le GEPSO, et ça c'est son histoire, organise des actions de formation, de sensibilisation aux grands enjeux du secteur social et médico-social. Il propose en quelque sorte aussi des boîtes à outils qui viennent proposer des outils quant à l'amélioration de la qualité du service proposé aux personnes accompagnées. Et puis impulser ensuite, le GEPSO fait des propositions de transformation fortes du secteur auprès des décideurs publics, avec toujours en ligne de mire une priorité nationale qu'il fait sienne, c'est de promouvoir les droits des personnes accompagnées. Et ça, c'est notre rôle de plaidoyer. Je vous propose ce plaidoyer de le décliner à travers 4 valeurs fondamentales qui sont pour nous l'inconditionnalité, l'engagement, la diversité et le partage. Alors l'inconditionnalité, c'est notre principe socle, c'est le service public, c'est le service au public. Le fait que nous nous donnons comme mission d'accueillir dans nos établissements et services tous les publics, toutes les populations, sur tous les territoires. Nous portons la vision d'un service public fort, performant, innovant, et puis qui propose des prestations individualisées, personnalisées, adaptées à tous. La diversité ensuite, c'est celle des personnes accompagnées, qui sont à l'image de la société, les enfants, les personnes en situation de handicap, les exclus et nos aînés également, ce qui représente au total près de 40 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Les enfants tout d'abord, ce sont les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ou accompagnés en milieu ouvert. Les personnes en situation de handicap, il s'agit d'enfants ou d'adultes qui sont au milieu ordinaire, à l'école ou au travail. Ou accueillis aussi en établissement, en IME, en ITEP pour les enfants ou pour les adultes qui peuvent travailler en ESAT, en entreprise adaptée, ou pour ceux qui ne peuvent pas travailler dans différents types de foyers ou en maisons d'accueil spécialisées. Les exclus ensuite relèvent notamment des CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Et puis enfin, les aînés, ce sont les personnes qui sont accueillies dans le grand âge, en EHPAD ou même accompagnées à leur domicile. Finalement, toutes ces personnes, et c'est ça le message que je souhaite passer, elles sont représentatives de la société dans son ensemble. Toutes ces personnes, c'est nous. Parce qu'on a tous été enfants, on est tous à un moment donné de notre vie, de par les accidents de la vie en situation de handicap, et puis on sera tous amenés un jour à être un senior.
L'engagement, et là c'est notre dimension militante, notre dimension associative, c'est celle de l'ensemble finalement du service public qu'on partage avec tous les acteurs. Et puis je termine sur ce point-là par une question, parce que s'il n'y a pas de militants pour défendre et promouvoir les droits des personnes et jouer un petit peu le rôle de vigie, qui d'autre va pouvoir le faire pour s'engager pour une société plus juste, plus ouverte et plus tolérante ? Le partage ensuite, c'est pour nous, GEPSO, mettre en avant la richesse des relations humaines, partager des rencontres, comme aujourd'hui, des réflexions, des actions. Les personnes accompagnées, les partenaires présentes aujourd'hui avec nous en sont la preuve vivante. Et puis les professionnels, nous en sommes, j'en suis, en sont une autre preuve. Et je vous propose d'ailleurs un focus sur ces professionnels-là. Ces professionnels, quels sont leurs métiers ? Alors quelques chiffres d'abord. Ce sont 42 000 fonctionnaires environ, 150 000 même si l'on compte les EHPAD publics, et puis 1,5 million de professionnels si l'on inclut même le secteur privé non lucratif. D'où une force de frappe et une visibilité qui s'impose de par le nombre. Alors ces professionnels, ils sont là parce qu'il faut travailler, mais aussi parce qu'ils croient à ce qu'ils font. Ils sont engagés, ils sont investis dans leur métier. Ce sont les métiers de l'humain. Il s'agit de travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs pour jeunes enfants, d'AMP, d'AES, de psychologues, de cadres socio-éducatifs, mais aussi de soignants, des infirmiers, des aides-soignants, des agents de services hospitaliers, tous les professionnels qu'on applaudissait finalement pendant le Covid. Et puis, il y a aussi les techniques, les agents d'entretien, les cuisiniers, les chauffeurs, les administratifs aussi, les attachés d'administration, les adjoints des cadres, les secrétaires. Et là, ce serait plutôt les professionnels qu'on a oublié d'applaudir pendant le Covid. La preuve, c'est qu'eux ne sont pas reconnus tant ils ne bénéficient pas du Ségur, aujourd'hui encore. Alors, au-delà de leur engagement, ces professionnels, ils ont un autre point commun qui est celui de leur mal-être. Leur mal-être actuel, il est véritable et avéré. Ces professionnels engagés qui expriment un mal-être au quotidien sur le terrain, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas bien ? Est-ce que vous pouvez expliquer les raisons de la crise profonde qu'ils traversent et de fait les personnes qu'ils accompagnent avec eux ? Alors vous avez raison d'aborder la question des personnes accompagnées en lien avec les professionnels, parce que le mal-être touche les deux catégories. Il est difficile pour des professionnels en souffrance de proposer des accompagnements dignes aux personnes. Et puis parfois, même au quotidien, actuellement, on a des difficultés à garantir la seule sécurité des personnes. Quant à parler de la qualité, c'est bien autre chose. Les prestations délivrées aux personnes accompagnées, elles s'en ressentent directement. Et je les traduirais par de véritables pertes de chance pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Alors à quoi est-ce qu'on mesure ce mal-être ? Ce mal-être, on le mesure déjà à cette question, l'incontournable Ségur que j'évoquais avant. Les plus 183 € mis en place dans la fonction publique, notamment, et plus largement dans le secteur social et médico-social, se sont mis en place par atermoiements successifs dans le secteur. Et on a encore des exclus. Mais le problème va bien au-delà. Actuellement, on vit des démissions, un absentéisme sans précédent des professionnels en place. Et puis, nous connaissons aussi des difficultés de recrutement qui n'existaient pas auparavant. En un an, le recours à l'intérim a augmenté de plus de 20%. Le recours à des professionnels non qualifiés a augmenté, lui, de plus de 43%. On vit actuellement aussi une perte d'attractivité des métiers. Ce sont des jeunes qui ne viennent plus travailler dans nos établissements, qui ne se forment plus. On le constate par des places vides en institut de formation du travail social, en école d'IDE, en école d'aide-soignants notamment. Mais aussi, ce sont des diplômes universitaires qui ne font plus le plein. On connaît actuellement des masters qui ferment leurs portes par faute de candidature. Alors si on pousse l'analyse un petit peu plus loin, on se rend compte que la crise remonte à peut-être plus loin en arrière en réalité. Premièrement, nous sommes constamment dans la gestion des paradoxes. Pendant la crise sanitaire, il nous fallait arbitrer entre la liberté d'aller et venir des personnes et leur protection. Aujourd'hui, dans le contexte de crise économique actuelle, il s'agit d'arbitrer entre, d'un côté, la bonne gestion des deniers publics et puis, de l'autre, les garanties de sécurité et de qualité des prestations. D'un côté, c'est la fin de l'abondance et de l'autre côté, une exigence toujours accrue de plus de qualité. On vit une véritable injonction paradoxale et les professionnels, au quotidien, ils se trouvent à devoir faire des choix éthiques.
Les professionnels sont donc en perte de repère. Cette perte de repère, elle se double actuellement d'une perte de sens qui est beaucoup plus profonde parce que le secteur, ça tient à l'histoire du secteur social et médico-social. Le secteur s'est construit sur la base de la spontanéité des relations humaines. On a quelques sociologues que nous connaissons, Nadia Verrier, Philippe Gabran, Gabriel Di Patrizio, qui est intervenu chez nous au GEPSO lors de notre séminaire annuel au printemps dernier. Qui en parle. Mais au-delà de cette spontanéité du secteur, les technostructures législatives, administratives, réglementaires, comptables sont venues superposer des strates au-dessus de tout cela comme une sorte de millefeuille pour rationaliser notre secteur, ce qui est un objectif louable. Mais peut-être que tout ça, ça s'est fait à outrance. On connaît la loi HPST, on connaît à l'hôpital la T2A, on connaît en EHPAD les coupes pathos, et peut-être qu'on connaîtra bientôt la nomenclature Séraphin-PH, en tout cas il y a des groupes nationaux là-dessus, dans le champ du handicap. Rendre des comptes, c'est important d'un point de vue citoyen et démocratique, mais peut-être qu'on en a perdu l'essentiel. Et dans nos établissements, nos professionnels, ce qu'ils vivent, c'est qu'ils ne savent plus faire peut-être la différence entre ce qui est important et ce qui est véritablement essentiel. Finalement, tout ça, ça aboutit à quoi ? À une remise en cause, sans précédent certainement, de notre modèle social qui est lui basé sur la solidarité. Donc nous, professionnels, nous nous sentons aujourd'hui empêchés de réaliser nos missions, mais très concrètement, dans le quotidien des personnes que nous accompagnons. Se pose la question des moyens, bien évidemment. Cependant, ce dont on a besoin, nous, travailleurs sociaux, c'est certainement d'une vision d'avenir. Et pour y parvenir, nous tendons la main très, très fermement aux responsables politiques afin qu'ils réagissent pendant qu'il en est encore temps. Et avec quand même un point de vigilance important, c'est celui que la transformation de l'offre que tout le monde appelle de ses voeux, les personnes accompagnées comme les politiques, voire l'ONU, ne se transforme pas en une déqualification de l'offre. Cette problématique, le GEPSO s'en est saisi depuis au moins 2 ans maintenant, et actuellement on a l'impression toujours de crier dans le désert. Donc vous dites tendre la main aux politiques pour qu'ils réagissent tant qu'il en est encore temps, mais avoir l'impression de crier dans le désert. Monsieur Boissonnat, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le GEPSO a engagé depuis maintenant plus de 2 ans et les réponses politiques que vous avez reçues ou pas à vos alertes ? Alors je veux dire qu'au fur et à mesure que se déroulait cette séquence multiple sur le Ségur de la santé, le GEPSO n'a eu de cesse d'alerter les politiques par tous les moyens possibles. Je dirais comme on ne l'avait jamais fait auparavant, une multitude de communiqués de presse, par exemple en 2020, demandant de rétablir l'équité entre tous les salariés, un peu comme Julien l'a expliqué tout à l'heure. En 2021, redemandant la même chose. 2022, demandant l'extension du complément de traitement indiciaire à tous les salariés concernés. Et à chaque fois, on a l'impression effectivement de crier dans le désert et de n'avoir pas de réponse. Tous ces communiqués de presse ont bien évidemment été communiqués aux ministres concernés, à tous les élus. Un certain nombre d'entre eux siègent dans nos conseils d'administration. Ils ont tous été alertés, mobilisés sur la question. Et à chaque fois, on a l'impression, même s'il y a eu des petites avancées, étape par étape, qu'on était plus sur une logique de boutiquier, à savoir comment on allait surtout ne pas pouvoir répondre globalement à la question, mais en essayant de lâcher progressivement des petits éléments. De nombreuses contributions de presse, que ce soit dans la presse spécialisée, bien évidemment, les ASH, direction, le média social, etc., mais aussi dans la presse qu'on va appeler grand public, dans le journal Le Monde, aussi Mediapart, qui est intervenu dans le débat. Et puis peut-être un peu point fort en début d'année 2022, l'appel d'essence, qu'on a appelé l'appel d'essence, c'est des directeurs d'établissements publics qui se sont mobilisés. On a dit appel d'essence parce qu'on espérait qu'ils seraient 100, ils ont été finalement beaucoup plus que 100, d'autant que des salariés de ces établissements les ont rejoints pour faire véritablement un appel aux personnes concernées, donc Sophie Cluzel, Emmanuel Macron, qui ont reçu en direct une interpellation pour dire « Nous ne comprenons pas pour quelles raisons un certain nombre de professionnels passent à côté de cette revalorisation salariale ». Et puis de nombreuses actions avec des partenaires, et pas que des partenaires du secteur public. Nous sommes membres du collectif handicap, donc il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées avec des partenaires, avec l'UNIOPS, avec l'UNAPI, avec un peu tous les acteurs
du médico-social. Nous ne sommes pas restés dans notre secteur public uniquement, mais nous avons participé à cette demande qui est plus large que notre secteur et qui fait que quand même, comme on l'a dit, c'est quelques milliers de salariés qui aujourd'hui ne sont toujours pas concernés par cette revalorisation salariale. De nombreux rendez-vous ont été demandés, ont été obtenus. Nous avons dialogué avec les rapporteurs IGAS qui ont aussi montré à quel point la situation était intenable. Participé à la conférence des métiers le 18 février de l'année dernière où un certain nombre de promesses avaient été faites par le Premier ministre. Nous avons rencontré la nouvelle équipe qui a été nommée, Mme Cobel et Mme Dariussec, à qui nous avons de nouveau exposé la difficulté de la situation. Voilà. Et à chaque fois, on a quand même l'impression qu'on est dans une logique comptable, même si ça représenterait des sommes qui sont dérisoires par rapport aux millions qui ont été mis en œuvre dans le cadre du Ségur au sens très large et de tous les investissements de soutien des secteurs économiques. Et la question se pose, est-ce que c'est vraiment seulement une question de boutiquier ou est-ce que ça n'est pas un équilibre de notre société qui est en train d'être abandonné progressivement? Comment le contrat social qui nous lie et qui, depuis maintenant des décennies, laissait à penser que s'occuper des personnes fragiles dans notre société était un devoir moral et que toute la société française le mettait en œuvre, ce consensus général autour de l'action sociale nous semble en train de se déliter petit à petit et finalement les logiques comptables, les logiques économiques reprennent le dessus et malheureusement, ce n'est pas elles qui vont régler la difficulté, je pense. Par rapport à cette double crise, à la fois conjoncturelle et finalement structurelle, qui préexistait aux problèmes récents liés au Ségur, à la crise sanitaire, le GEPSO a des propositions, parce que vous alertez, mais vous avez des propositions précises à faire. Vous parlez d'un plan Marshall. C'est quoi ce plan Marshall? Les professionnels du soin, du secteur médico-social intervenant dans le champ handicap, protection de l'enfance, des personnes âgées ont été fortement mobilisés pendant la crise. À ce titre, ils ont été érigés, parfois en tant que héros. Ils ont été applaudis chaque soir à la télévision française. Nous pensions, peut-être naïvement, qu'en sortie de crise, on allait passer à un autre paradigme avec une vraie reconnaissance de ces métiers si indispensables à la cohésion de la société. Il n'en a rien été. À la suite des confinements, de la crise Covid, nous avons découvert une autre crise à laquelle on ne s'attendait peut-être pas. C'est la crise du recrutement, la crise du sens de ces professionnels. Par rapport à cette situation qu'on a d'abord observée et ensuite vu se confirmer, le GEPSO, avec ses adhérents, s'est mobilisé pour mener une réflexion sur des solutions. C'est dans l'ADN de l'association que d'être force de proposition, de s'appuyer sur la dynamique de ces acteurs, de ces adhérents, de ces directeurs, de ces professionnels pour rechercher des solutions face au réel qui se passe dans les établissements. Ce plan Marshall, on le verrait en quatre points. Ce serait d'abord continuer les travaux du Ségur. On l'a dit, les revalorisations du Ségur de la santé ont été une étape historique et une étape forte de reconnaissance de l'ensemble des professionnels du secteur d'abord hospitalier, ensuite des EHPAD et ensuite du handicap et de l'aide sociale à l'enfance. On pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut parachever ce mouvement du Ségur. Il est très important, il a permis des rattrapages qui étaient nécessaires, mais aujourd'hui, il y a encore ces professionnels qui demeurent au bord du chemin et qu'il ne faut pas oublier. Donc pour nous, la revalorisation salariale, c'est d'abord l'extension du Ségur pour tous. Est intervenue aussi la crise des prix, la crise de l'inflation, qu'il faut aussi pouvoir compenser, apporter des réponses. Et les revalorisations salariales doivent pouvoir se poursuivre, notamment pour les catégories les plus faiblement rémunérées, les catégories C, qui parfois ont 15-20 ans d'expérience au sein des établissements et ont un niveau de rémunération qui reste très très bas. Bien sûr, ce n'est pas le seul levier. Les revalorisations salariales ne referont pas forcément revenir immédiatement les professionnels. On pense aussi que, on a constaté en fait qu'il y a une crise beaucoup plus profonde. Et c'est là où ça nous inquiète un peu et c'est là où il nous a semblé aussi aujourd'hui nécessaire d'insister fortement. Quand on est dans une crise du sens et dans une crise de l'engagement, il faut pouvoir mener des actions qui
redonne l'envie, le sens aux professionnels de revenir dans ces métiers qui, et c'est tout le paradoxe, sont spontanément pleins de sens, aider, prendre soin, et pourtant ils n'attirent plus. Alors c'est le deuxième axe, c'est comment redonner du sens aux jeunes, aux étudiants, pour revenir dans les établissements et s'engager fortement. La question des conditions de travail est pour nous une condition assez forte de réussite et de générateur de sens. Des bonnes conditions de travail, ça veut dire des moyens pour les établissements. Quand on a des taux d'encadrement trop bas, quand on a des professionnels qui doivent s'occuper de trop de résidents à la fois, quand on a des professionnels qui n'ont pas le temps, de prendre soin, ils se sentent empêchés, ils se sentent en difficulté, ils ont le sentiment de mal faire leur travail. Il est important aujourd'hui de rétablir des conditions de travail correctes et acceptables, à la fois pour les professionnels et bien sûr en premier lieu pour les personnes accompagnées. Il en va de leur dignité. C'est pour cela que le GEPSO s'est beaucoup engagé tout au long de l'année 2021 et 2022, par exemple sur le décret taux et normes d'encadrement dans le secteur de la protection de l'enfance. Pour nous, clairement, ça fait partie des outils qui sont clés pour permettre aux professionnels de travailler dans des conditions acceptables, dignes, encore une fois, pour les personnes. C'est aussi travailler les conditions de travail sur la qualité de la vie au travail. Il n'y a pas que la question du salaire, il y a aussi la question de quel accueil on réserve à ces professionnels, comment on prend soin d'eux finalement. Ils prennent soin au quotidien de personnes vulnérables, ils sont au contact de situations très complexes, de populations très fragiles, peut-être encore plus après la crise. Il faut pouvoir les aider, les accompagner pour qu'eux aussi, on en prenne soin et qu'ils prennent soin. Enfin, c'est aussi, en troisième lieu, la question de l'engagement. Comment favoriser l'engagement des professionnels, de ceux qui ne sont pas encore arrivés dans les établissements ou de ceux qui y sont et qui risquent de partir si on n'agit pas pour maintenir cet investissement, pour maintenir cette implication au quotidien. Nous sommes en contact avec nos établissements adhérents. C'est des professionnels qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, mais qui ne sont pas des surhumains. Et aujourd'hui, on constate qu'ils ont besoin aussi de formation adaptée aux évolutions des publics, adaptée aux évolutions aussi sociétales. On a des nouvelles attentes des professionnels sur leurs conditions de travail. Ils travaillent pour beaucoup d'entre eux la nuit, sur des horaires décalés. Il faut aussi pouvoir aujourd'hui adapter ces modes d'accompagnement pour prendre en compte l'équilibre, par exemple, vie professionnelle et vie personnelle. C'est aussi travailler sur les questions des formations, à la fois formation initiale et formation continue de ces professionnels. Les sciences évoluent beaucoup sur la question du prendre soin, notamment sur les enfants, sur les tout-petits. Il faut pouvoir intégrer ces nouvelles connaissances pour que les professionnels soient mieux outillés et mieux épaulés dans la prise en charge, que ce soit les enfants, les personnes accompagnées, qui elles-mêmes expriment des attentes, des besoins qui sont différents de ceux d'il y a 20 ans. Et c'est ce changement-là, c'est ce changement de paradigme qu'il faut pouvoir aujourd'hui porter, et c'est ce qu'on met en œuvre aussi avec nos moyens au niveau du GEPSO en termes de formation. C'est aussi pouvoir permettre des parcours professionnels plus diversifiés. On sait qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent sur le marché du travail, quand ils arrivent dans la fonction publique, hier, c'était l'emploi à vie qui faisait rêver. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Comment créer des parcours diversifiés? Comment permettre à ces professionnels d'avoir plusieurs vies au sein d'un même établissement ou au sein même du secteur social et médico-social pour qu'ils puissent s'épanouir, retrouver le sens et rester engagés? Enfin, dernier point, c'est la question de la place du travail social dans la société, de cette valeur qu'on trouvait encore une fois retrouvée au moment où les professionnels étaient applaudis, et puis on se rend compte qu'il n'en est finalement rien. Ce travail social, il est dévalorisé, il a pas autant de place peut-être qu'il devrait pour prendre en compte tous les besoins des publics. Et donc il y a un travail aussi peut-être de réenchantement auprès du grand public, auprès des étudiants,
pour dire tout ce qu'il apporte, ce travail social, au quotidien, tout ce que les professionnels sont en capacité de mettre en œuvre auprès des personnes qu'ils accompagnent pour apporter du mieux-être et du coup, in fine, une société qui soit plus cohérente. C'est la raison pour laquelle, au niveau du GEPSO, nous avons défini un plan d'action autour de la communication auprès notamment du grand public, des étudiants, pour, au travers des témoignages notamment de professionnels, de capsules vidéo, pouvoir dire ce que font les professionnels du travail social au quotidien, ce qu'ils apportent, et lutter aussi contre l'EHPAD bashing, la protection de l'enfance bashing dont les professionnels souffrent beaucoup et qui ne contribuent pas à faire avancer et à faire reconnaître toute la valeur du travail de ces professionnels au quotidien. C'est aussi la raison pour laquelle le numéro de la revue Info Publique du GEPSO portera aussi sur cette question de l'engagement des professionnels avec des témoignages notamment de professionnels qui sont engagés dans des dispositifs qui sont innovants, qui sont plus adaptés, encore une fois, aux attentes des publics et permettent de prendre en charge toute la complexité des parcours aujourd'hui et de travailler aussi en partenariat. Et c'est aussi la raison pour laquelle, et c'est le dernier point, nous allons accompagner aussi les établissements à mieux communiquer sur ce qu'ils font. Ce n'est pas forcément dans la culture du service public que de mener des campagnes, même à son échelle établissement, de communication. Mais aujourd'hui, on est dans une société, il faut faire savoir ce qu'on fait, faire savoir les savoir-faire, parce que des savoir-faire, il y en a beaucoup. Et à partir du moment où les moyens sont suffisants, et aujourd'hui on sait quand même qu'il manque, à partir du moment où les moyens sont suffisants, les professionnels, on sait qu'ils peuvent faire bien pour les personnes accompagnées. Merci. Donc, par rapport à cette crise, former les professionnels, informer sur ce qui est fait et surtout revaloriser et bien traiter ceux qui prennent soin des autres pour leur donner envie de continuer à le faire et puis pour en attirer de nouveaux. Au-delà de ce plan Marshall qui voudrait répondre à l'urgence immédiate, le GEPSO a une vision stratégique pour refondre, revisiter ce secteur, l'accueil social et médico-social. Est-ce que vous pouvez nous parler du plan stratégique ? Alors effectivement, au-delà de l'urgence du moment qui a été décrite au travers de ce qu'on a appelé ce plan Marshall, essayons de prendre un peu de hauteur par rapport à cela et revenir à ce que tout à l'heure j'appelais la rupture du pacte social ou du contrat social dans notre société. Et je vous propose quelques points qu'on va calquer sur le projet associatif du GEPSO, mais je suis persuadé que la plupart des acteurs du secteur médico-social pourraient adhérer à ce que l'on dit ici. On dit beaucoup, on parle de la transformation de l'offre. Je ne suis pas certain qu'on aille suffisamment chercher ce dont ont véritablement besoin les personnes fragiles dans notre société, qui ont des besoins différents de ce qui a été inventé il y a 10, 20, 30, 40 ans, mais qui ont besoin d'abord d'être écoutés avant de construire dessus des réponses. Le GEPSO promeut le plus possible la parole des personnes accompagnées par leur participation à diverses commissions, par l'utilisation systématique de capsules vidéo quand nous avons un événement qui regroupe du monde, ce qui permet d'entendre la parole des personnes accompagnées, par les comités régionaux des usagers qui aussi les rassemblent, parfois une centaine, voire plus, qui vont débattre d'une thématique qui est la leur et sur laquelle ils vont pouvoir échanger. Plus récemment, cette année a été mis en place la même chose, mais sur un support vidéo, enfin par visio, voilà, ce qui permet d'élargir le public et d'avoir des gens qui viennent de toute la France et qui échangent sur des thématiques, partir des besoins et des attentes des personnes pour pouvoir là-dessus construire des réponses qui vont être adaptées et permettre de donner une vision. Après, une fois qu'on a ces besoins, c'est là, à partir de là, pouvoir adapter l'offre. Et là, il faut redonner confiance aux structures des professionnels pour innover, pour trouver des solutions, pour expérimenter, pour mettre en œuvre
Et ça rejoint effectivement les préoccupations qui ont été exposées précédemment par Jeanne. Il faut avoir les moyens, il faut être dans une situation sécure qui permette à partir de ça d'inventer les accompagnements de demain. Il faut assouplir vraisemblablement les cadres des autorisations, du fonctionnement des établissements avec les multipartenaires, avec l'ARS, les départements qui ne sont pas toujours en phase et avec lesquels il faut dialoguer. Il faut décloisonner les politiques publiques dans le domaine social, médico-social, sanitaire, parce qu'on a des ruptures de parcours qui sont intolérables aujourd'hui. Il faut accélérer l'articulation avec la santé mentale en particulier. On voit bien qu'il y a souvent des parallèles, des gens qui travaillent en parallèle mais qui se rencontrent assez peu. Et il faut disposer pour cela d'établissements publics qui vont aussi porter cette parole en réponse à ce que disent les gouvernants. En troisième lieu, il faut capitaliser sur toutes les bonnes pratiques. On a parlé de la formation, on a parlé d'un certain nombre d'expériences, des initiatives innovantes. Malheureusement, depuis un peu peut-être la loi HPST, depuis la mise en place des appels à projets, on a un peu coupé les ailes à l'innovation et donc on a un peu empêché chaque établissement d'expérimenter ses propres solutions. Il faut libérer tout cela pour pouvoir impliquer véritablement et les personnes accompagnées et les professionnels qui les accompagnent pour proposer des solutions, pour adapter nos fonctionnements. Pas uniquement dans les institutions, pas uniquement dans les établissements, bien sûr aussi en milieu ouvert, bien sûr aussi à domicile en accompagnant les gens de différentes manières. Au GEPSO, nous avons un certain nombre de commissions qui travaillent sur cela. Nous avons participé à tous les groupes de travail qui ont été initiés par la précédente équipe gouvernementale, Madame Cluzel, sur la transformation de l'offre des ESAT, sur la réforme de la tarification, voilà, toutes ces transformations qui sont en cours. Et nous avons bien l'intention de continuer à être présents pour pouvoir dire notre mot dans cette préparation de l'accompagnement social de demain. Et puis finalement, nous voulons être force de proposition et être à la pointe d'un plaidoyer permanent pour pouvoir véritablement demander, par exemple, de déployer un plan massif de soutien et d'investissement au secteur social et médico-social. C'est aujourd'hui indispensable, et ça fait le lien avec ce qui a été dit précédemment, investir dans la prévention. On a trop de situations que l'on découvre trop tardivement. J'ai parlé tout à l'heure des ruptures de parcours. Voilà, toutes ces choses-là, nous allons continuer à les soutenir et à demander au pouvoir public de véritablement agir pour apporter des réponses concrètes à des situations concrètes, mais toujours à partir réellement des besoins des personnes accompagnées, à partir de ce véritablement qui peut les aider à construire leur projet de vie et en faire quelque chose de dynamique pour eux-mêmes. Merci beaucoup pour ces éclairages précieux sur des enjeux qui nous concernent tous, aujourd'hui et demain. Nous allons maintenant accueillir Jean-Yves Quilien, Léo Matet et Evelyne Rescanière pour la première table ronde sur le service médico-social empêché et les conséquences de cet empêchement sur les droits des usagers.